C'est dans les paysages boisés et chargés d'histoire de la région d'Autun que commence notre périple. Niché sur les contreforts du Morvan, ce territoire au décor grandiose accueille de splendides châteaux Renaissance et de magnifiques forêts. Thomas Volatier est comédien et doit souvent s'éloigner de cette Bourgogne qu'il aime tant pour sillonner la France. Mais chaque fois qu'il revient ici, il en profite pour revoir ses coins favoris ou en découvrir de nouveaux qu'il n'a pas encore eu le temps d'explorer. Pour notre première étape, Thomas veut absolument nous faire partager l'histoire millénaire de la ville d'Autun avec Yannick Labaune, un amoureux des vieilles pierres. Bienvenue à Augusto Dunum. Le soleil donne sur l'une des portes principales d'Augusto Dunum, la ville d'Auguste, la nouvelle capitale en fait du peuple des Édouins, les frères de sang de Rome, qui ont construit une ville nouvelle à l'époque de l'empereur Auguste, au pied, si tu veux, des monts du Morvan. La ville d'Autun est entourée d'une muraille de 6 km de long, qui est en grande partie conservée encore actuellement. Et puis cette muraille, elle est percée de 4 portes monumentales. Donc nous sommes à l'une des portes de la ville d'Auguste. Tout à fait. Mais moi je pensais te voir arriver en char, le crâne rasé, le grand balai rouge sur la tête, les chevaux. Eh ben non, je suis venu à pied, tu vois, un peu plus simplement. La vraie merveille de la ville d'Autun, ce sont donc les 6 km de remparts dont parlait Yannick, dans un état remarquable. Aucune autre ville de l'époque gallo-romaine ne possède de vestiges aussi bien conservés. À l'époque, l'autorisation de construire des fortifications était un privilège rare, accordé par l'empereur lui-même. La majestueuse muraille témoigne donc de l'importance d'Autun au sein de l'Empire romain. Ce rempart, il a été conçu non pas pour défendre la ville, mais il a un rôle, on va dire, ostentatoire. Il a un rôle pour montrer un petit peu qu'on était dans une ville à la romaine. On n'en avait pas besoin, on était à une période de paix. Mais par contre... Signe extérieur de puissance. Signe extérieur de puissance, exactement. Et donc maintenant, je vais t'emmener dans un lieu où se situe un monument romain aussi bien conservé que celui-ci et encore plus remarquable à mon sens. Le clou du spectacle se situe à quelques encablures des fortifications. C'est le théâtre romain. C'est un lieu que Thomas rêvait de découvrir depuis longtemps, entre 2 voyages. Ça c'est extraordinaire. Ah oui. Ah bah oui, je t'avais prévenu. Ah mais c'est grandiose. Excellent, On est sur l'un des plus grands théâtres du monde romain, avec un diamètre de 150 mètres. C'est un truc absolument époustouflant, un état de conservation remarquable, et qui permettait d'accueillir entre 18 000 et 20 000 personnes. 20 000 spectateurs. 20 000 spectateurs, c'est-à-dire plus que le nombre d'habitants actuels d'Autun, qui se situe autour de 15 000. Eh bien écoute, je t'invite à prendre place. Oui, vous avez réservé à quel rang, Charlie? Ici, tout à fait, là, 4e rang. Allez-y, prenez place. À l'époque gallo-romaine, l'emplacement des spectateurs ne devait rien au hasard. Nous, là, on serait considérés comme faisant partie de la haute société. De la haute société, tout à fait. Il y a 3 rangées de gradins séparées par des allées, en fait. Là, on est sur la partie inférieure, la plus proche de la scène, destinée aux rangs sociaux les plus importants. Les notables, même les plus importants de la cité, pouvaient avoir éventuellement des sièges portables qu'ils installaient dans la partie semi-circulaire qui est actuellement dépourvue de gradins. Et puis, plus on monte, plus le rang social est inférieur. Ce qui me ferait peur, c'est de jouer devant 20 000 personnes aujourd'hui a cappella. Ça veut dire que là, on est vraiment dans l'art oratoire. Cet art oratoire, notre comédien aime à le cultiver lors de ses longues promenades dans les forêts du Morvan. C'est là qu'il vient souvent se ressourcer entre 2 tournées pour y puiser l'inspiration de ses prochains spectacles. Mais il existe une nouvelle forme de randonnée qu'il n'a encore jamais expérimentée. Une façon originale de parcourir cette forêt tout en revisitant l'histoire de sa Bourgogne. Et c'est à Maude Domingue, une guide passionnée, que l'on doit cette initiative unique en France. Unique en raison de la présence d'un compagnon pour le moins inattendu.
Mais alors, le guide, c'est qui? C'est toi? C'est elle, lui, elle? C'est lui le guide. D'accord. C'est Kate. Il s'appelle comment? Kate Chattard. Kate Chattard. Voilà. Salut, Kate de Kate. son petit nom. Salut, Kate. C'est une buse de Harris. Et son travail, c'est de partir comme ça avec des groupes de Ouais. 10-15 personnes dans cette forêt qui est magnifique Ah ouais. pour une balade. Ah. Et le but, c'est d'avoir des oiseaux éduqués pour Oui. le vol, mais en totale liberté pendant 2 heures. Kate, moi, je suis prêt. Tu peux C'est- décoller quand tu veux. Alors c'est parti. Allez, on y va. Passionnée de fauconnerie, Maude cherchait depuis longtemps un moyen de partager cette activité étroitement liée à l'histoire de la Bourgogne. C'est ainsi qu'est née l'idée de cette randonnée. C'est un art, la fauconnerie, qui est vraiment ancré dans l'histoire de ce territoire de Bourgogne. Ah oui, c'est un art très ancien qui est vieux de 4000 ans. Enfin, 4000 d'après ce ans qu'on en sait, voilà. Ah ouais. D'après ce qu'on en sait, c'est peut-être plus ancien. On a quelques anecdotes folkloriques qui montrent qu'en Burgondie, l'ancêtre de la Bourgogne, le roi burgonde Gondebaud, a édicté une loi qui s'appelait la loi Gombette, Ouais. qui punissait donc les voleurs de rapaces de fauconnerie, puisque c'était des oiseaux très précieux, Bien sûr. évidemment. Le voleur devait soit verser une amende qu'il n'avait pas forcément, et une amende exorbitante, soit on lui prélevait de la chair vive, donc soit de la cuisse, soit de la poitrine, l'équivalent du poids de l'oiseau, ce qui équivaut à peu près à 700 grammes de viande. D'accord. À vivre comme ça. À vivre au Moyen-Âge. Le parcours que Maude a choisi permet d'admirer ces arbres aux troncs tortueux typiques de la forêt du Mont Beuvray. On les appelle des queules. Au XIXe siècle, leurs troncs étaient volontairement orientés pour qu'ils s'entremêlent et forment des barrières infranchissables pour les animaux. Notre trio continue sa balade sous ces arbres centenaires. Arrivé au sommet du Mont Beuvray, l'un des sites naturels préférés de Thomas, ce dernier va faire une expérience pas comme les autres. Il y en a un là qui a compris que on gagnait de l'altitude, autrement dit que ça va être bientôt son domaine. Oui. Enthousiasmé par cette randonnée en compagnie d'un rapace, Thomas aimerait profiter de l'occasion pour se glisser dans la peau d'un fauconnier. Allez, j'ai quelque chose à te demander. Vas-y. Parce qu'on est là depuis un bon moment, et puis je pense que maintenant, Kate, on s'est bien apprivoisé, lui et moi, et... Tu veux essayer? Allez, j'avais prévu. Il faut que tu te mettes profil gauche par rapport à l'oiseau. D'accord. D'abord la petite récompense. Hop. Ensuite, tu repères l'oiseau. Et voilà. Et là, on attend. Allez, loulou! Salut mon gars. Et ben voilà, on y est. Alors, ça t'a plu? Mais ça m'a plus que plu, Maude. Merci à toi. Merci d'être Merci à venu. toi. Il faut dire un grand merci à l'ami. Et bravo, parce que ce que tu fais, c'est vraiment génial. Cette splendide randonnée sur le Mont Beuvray a ouvert l'appétit de notre comédien qui souhaite en profiter pour nous faire découvrir une table incontournable de la région où il aime se restaurer avec ses amis. Avant le coup de feu de midi, le chef Thomas Dossi va lui révéler les secrets d'un plat traditionnel de Bourgogne. Pour commencer, on va t'habiller. Donc, tu vas ok. mettre un tablier quand même. Bon, d'accord. Ok. Et je vais te présenter la recette du saupiquet. Donc, qui est une spécialité. Saupiquet. Le saupiquet, ouais, c'est une spécialité du Bourgogne. Étymologiquement, c'est sau représente sel, piquet, c'est pour l'astringence, pour le côté piquant un peu relevé. On va avoir besoin de jambon du Morvan, Ok. donc une spécialité locale. On a un vinaigre de pomme bio, Ouais. on a un vin blanc à ligoter. Pour ça, on aura besoin d'un peu d'estragon, du beurre, de la cébette avec des oignons blancs frais. Ensuite, on a des baies de genièvre, du poivre concassé. Moi, je goûterais bien un peu de jambon, mais j'ai Oui. pas le droit. Hein. Ah ouais, après. Bon, d'accord. Une fois que- Ok. Cette recette remonte au XVIe siècle. Pour la réaliser, il faut d'abord verser le vin blanc et le vinaigre, auxquels on incorpore les condiments qui donneront une saveur piquante. Puis on fait revenir dans une autre casserole le beurre, le saindoux et la farine pour obtenir un roux. Donc ça, à la base, ça va nous servir à faire revenir le jambon dedans Le jambon. très rapidement. Hein. Ok. Bah oui, le jambon du Morvan, c'est quand même Alors, la carte d'identité. Voilà, c'est une vraie carte d'identité. Bon, ça a un avantage de les faire saisir. Ça va développer du goût, Uh-huh. mais ça va créer une grosse proportion de sel. Donc,
l'astringence de notre sauce va Ah, va être permettre de compensée. tempérer un peu Ok. par... Non, mais c'est une torture, ça, le matin. Mais moi, j'ai envie de croquer dedans tout de suite. mais attends que ça chauffe un peu, tu vas voir, c'est incroyable l'odeur. Ce qui est vachement important donc pour toi, c'est aussi de faire une cuisine qui soit le reflet de la Bourgogne, donc Bien les sûr. produits locaux. Oui, bien sûr, j'ai beaucoup de producteurs. La crème, les fromages, maintenant D'accord. ça devient des légumes et plein d'autres choses. Hein. Après avoir réservé le jambon, il ne reste plus qu'à verser la sauce au vin dans le roux et à goûter. Ah oui, l'acidité, l'alcool sont Oui, déjà en c'est train important. de disparaître. Oui, mais et- toujours là quand même. Ouais. C'est ce côté-là on va vraiment le garder par contre. C'est vraiment très 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 important. C'est la marque du saut piqué, quoi. Voilà, saut piqué. Hein. L'autre secret de cette recette traditionnelle, c'est la cuisson à l'eau des pommes de terre, auxquelles il ne faut surtout pas ajouter de sel. C'est marrant parce que moi, j'aurais jamais imaginé que le saut piqué pouvait être attaché à l'histoire de la Bourgogne, de la gastronomie bourguignonne. Si, quoi. si. Ok. Aujourd'hui, il a été réinterprété un peu partout en France parce que Oui, tout le oui. monde a plus ou moins saut piqué. Mais historiquement, c'est bien. Donc on est vraiment sur un vrai plat patrimonial, ouais, quoi. Vrai. Après 10 minutes au four, il ne manque plus qu'un peu de crème fraîche, de cébette et un beau cadre pour déguster le plat. En fait, t'as le croquant du petit porc du Morvan, t'as la crème fraîche de notre ami là, qui lie le tout, Ouais. les petites pommes de terre qui donnent de la substance, de la matière. Et pardon, mais c'est trop bon. Hein. Non, je mange. C'est génial ton affaire. On a de la chance quand même, on a un terroir magnifique, un site exceptionnel, le Morvan, à 2 pieds de chez nous. Donc c'est vrai qu'on est vraiment chanceux. Bah, de se dire qu'on est là aujourd'hui, en pleine nature, au cœur de ce territoire de Bourgogne qui a fourni presque les 3/4 des ingrédients qui sont dans le saut piqué, et de le déguster, eh ben on se dit, chère Bourgogne, merci, merci. Après cette petite halte culinaire, Thomas quitte les douceurs du Morvan pour nous emmener découvrir un autre site qu'il adore montrer à ses amis. Le somptueux château Renaissance de Sully. Et pour l'occasion, il s'offre un petit plaisir dont il rêvait depuis longtemps. Arriver en barque au pied de l'imposant monument. Moi, ce que j'aime ici, c'est la quiétude des oiseaux et la quiétude de l'environnement. Le château de Sully a vu naître le maréchal MacMahon, futur président de la Troisième République française. Ce chef-d'œuvre d'architecture Renaissance est toujours habité aujourd'hui. La maîtresse des lieux n'est autre que l'héritière du maréchal, la duchesse de Magenta. On peut imaginer que les invités pouvaient arriver comme nous aujourd'hui, en bateau. Je rêve de faire d'arriver comme ça, de faire les grands bals, comme à Venise, avec les gens qui arrivent comme ça serait magnifique. Ah ben voilà, ça c'est une vraie entrée majestueuse et royale. La façade du château et son escalier magistral surplombent une superbe terrasse de 1600 mètres carrés. Mais avant d'être remanié à partir du XVIe siècle, Sully n'était qu'un austère château fort. Ils avaient une vraie forteresse, après ils ont embelli au XVIIIe et au XIXe, ils ont rajouté cet escalier pour faire plus d'ouverture vers l'extérieur. Pour moi, c'est important que les gens, quand ils viennent voir, ils se rendent compte que c'est une maison de famille, qu'il y a des gens qui habitent, il y a des gens qui y travaillent, que c'est un lieu de vie. Avant de nous dévoiler les trésors cachés de ce château habité, Thomas veut nous montrer la gigantesque cour intérieure. Donc voici la plus belle pièce de la maison, la cour. Selon un courtisan de Louis XIV, c'était même la plus belle cour de tous les châteaux français. Difficile d'imaginer qu'une imposante forteresse médiévale a précédé ces magnifiques bâtiments. C'était à l'origine donc la forteresse. Il y avait 8 tours tout autour. Au XIIIe siècle, ils avaient construit un vrai logis où les gens habitaient, et qui était cette partie-là. Et à la fin du XVIe siècle, quand ils n'avaient plus besoin d'avoir une vraie forteresse, le maréchal de Saint-Tavannes a eu l'idée de faire une vraie maison de plaisance, une demeure palatiale, pour faire quelque chose de très beau. Ça veut dire que le vieux château en fait dort à l'intérieur, derrière cette façade-là. J'aime bien cette idée-là. Il faut donc attendre le XVIIe siècle pour que le château connaisse son premier remaniement majeur, avec la création d'un immense vestibule de marbre et de pierre rose de Bourgogne. Donc voilà le grand vestibule. Ils ont créé cette grande escalier au XVIIIe, en même temps que la façade au nord.
En fait, au XVIIIe, l'importance des gens qui habitaient dans une maison Oui. était décidée un peu par la taille de l'escalier. Et comme ils n'avaient pas un escalier qu'ils jugeaient assez important, eh ben, ils ont créé un très grand escalier. Mais après, l'escalier, ça menait nulle part. Donc après, ils ont dû réagrandir pour que ça serve quand même à quelque chose. Et c'est ainsi que les appartements des premiers marquis de MacMahon voient le jour au premier étage. Cette double envolée, comme ça me fait penser aux escaliers qu'on voit sur le Rialto à Venise, le Ponte Vecchio. C'est rigolo, cette double envolée. C'est vrai, ça fait rêver. Imagine les gens qui descendaient dans leur grande robe là, pour venir au bal. Ah ben d'ailleurs, on va aller voir la salle de bal. Ah, très bien. Chaque fois qu'il pénètre dans cette salle majestueuse, Thomas est toujours aussi impressionné. Et il y a de quoi. La salle de bal du château de Sully. Waouh! Fabuleux! Le parquet Versailles. Donc parfait pour danser. Ah ben oui, ça c'est parfait pour danser, les volts, les pavanes, les valses. À l'origine, c'était la chapelle du château. Ah ouais. Après la Révolution, ils l'ont transformé et c'est devenu une chambre. Et le maréchal président de MacMahon, le premier duc de Magenta, donc l'arrière-grand-père de mon mari, lui, il est né dans la chambre là. Sous le Second Empire, Patrice de MacMahon fut distingué par Napoléon III pour avoir gagné la bataille de Magenta. Plus tard, en 1873, il fut le premier président à s'installer à l'Élysée. Tout l'intérieur a été refait à la fin du 19e parce que la famille voulait accueillir plus de monde. Et donc, ils ont conçu cette énorme pièce. Et même aujourd'hui, nous, on l'utilise. Les fêtes de mariage, ça s'est passé là, les baptêmes. Donc elle résonne depuis un petit moment au son des pas de danse, des rires d'enfants et des notes de musique. Absolument.